Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous adresser une ou deux questions et puis après de laisser la place aussi à toutes les questions qui peuvent avoir lieu. Actuellement, sur le chat, il y a énormément de questions qui remontent. Selon vous, qu'est-ce que ça a pu révéler comme nouvelle pratique des publics, de nouvelles relations, cette crise? Moi, je peux commencer, oui, effectivement. Moi, ce que je retiens de cette période, qui encore une fois, un certain nombre d'enseignements, on pourrait déjà les avoir, mais que cette période a certainement accentué, c'est encore une fois cette complémentarité entre le numérique et le physique. En termes marketing, il y a certains courants maintenant qui parlent de phygital. Alors, c'est un néologisme. Digital, c'est bien la contraction de physical, et je pense que c'est vraiment intéressant de voir ça de cette manière, c'est-à-dire que il y a vraiment à trouver ce lien à la fois quand on est à distance, d'avoir un contenu qui nous permet de faire comme si on était sur place, et quand on est sur place, d'avoir, pourquoi pas, du numérique qui renforce notre compréhension de la visite qu'on est en train de vivre. Donc c'est un élément pour moi qui est fondamental et qui doit aussi nous permettre peut-être d'envisager sur le long terme deux types de médiation pérenne, peut-être au même niveau en termes d'accentuation, qui sont le physique et le numérique. Ce que je voudrais dire également, c'est que cette période qui a beaucoup accentué le contact à distance avec les publics doit nous faire réfléchir aussi sur la manière de s'adresser à des publics qui ne viennent jamais dans les musées, des publics empêchés ou des publics éloignés des musées. C'est dans tous les contenus qui ont été mis en place ces dernières semaines. Il y a aussi des enseignements à tirer pour cette manière de travailler avec des publics qui sont plus éloignés de nous. Ça doit aussi nous donner à réfléchir en matière de médiation pour les publics en situation de handicap. Il y a certainement là encore des enseignements à tirer sur des visites virtuelles, même effectuées sur place, parce qu'il y a des monuments qui ne sont pas accessibles, et donc on doit pouvoir proposer sur place, grâce au numérique, des visites des monuments. Et puis se posera, mais je crois que ce sera évoqué dans un autre atelier, la question aussi de l'éducation de ces contenus, parce qu'on a vu beaucoup de choses qui se sont mises en place, on en a encore parlé ce matin avec des très beaux projets, mais est-ce que tout ça doit rester gratuit? Comment ça peut s'inscrire dans une politique de démocratisation également? Donc finalement, ça soulève, il y a des enseignements, mais il y a aussi beaucoup de questions qui ressortent de cette période et qui seront traitées, je crois, dans les webinaires suivants. Tout à fait, merci beaucoup. Pour les autres. Donc la question, c'est de voir effectivement qu'est-ce qui est suivre dans les prochains mois en ligne, et éventuellement que vous avez développé en ligne qui vont rentrer dans l'île. Si vous voulez fermer les micros, ceux et celles qui n'interviennent pas, ça permettra d'avoir un meilleur son. En fait, vous avez un écho, Antoine, qui rend inaudible votre voix. C'est moi, peut-être chez moi, je ne sais pas. Mais c'est extrêmement haché. Donc, je pense que c'est mieux. Peut-être faut-il couper la vidéo pour que ça soit... Ouais, on va peut-être désactiver la webcam et garder le micro. Allez-y, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est surtout en fait c'est surtout le micro à l'arrière. Donc, ce qui est important, c'est de bien voir en fait finalement quelles sont les activités en ligne que vous allez finalement prolonger suite à cette période. Est-ce qu'il y a des choses déjà sur lesquelles vous souhaitez vous engager, et éventuellement est-ce que ça vous a donné des idées à développer dans les murs en fait de vos différents lieux? Je peux répondre peut-être. Pour le mémorial, il est clair que nous allons systématiser la digitalisation de nos rencontres.
C'est-à-dire que tout ce qui se passe au sein de notre auditorium va être maintenant systématiquement mis en ligne sur notre site internet et sur notre page Facebook. Tout simplement parce que cela nous attire, nous attire de nouveaux publics, des gens, comment dirais-je, tous des gens qui n'auraient pas pu venir de toute façon, qui sont en province ou à l'étranger et qui n'auraient pas pu se déplacer. Donc, cela ne va pas empêcher aux gens de venir parce que je pense que l'attractivité ou de venir rencontrer un témoin de visu, ça reste toujours, il y a toujours un engouement, mais c'est important de garder cette activité en ligne. Elle n'est pas du tout conjoncturelle. Je pense que c'est grâce à cette période qu'on va pouvoir systématiser ces rencontres en ligne, en tout cas pour le mémorial. Ça va devenir maintenant pour nous, en tout cas on l'envisage comme ça fait partie de notre dispositif classique d'organiser ces rencontres en ligne et ces rencontres en présentiel. Merci beaucoup Flavie. Est-ce que Scarlett voulait prendre la parole peut-être aussi sur des prolongements que vous pourriez envisager dans les prochains mois? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins Flavie sur l'accès à distance systématique des conférences, de la programmation. On a mis en place au niveau de nos cours d'histoire de l'art qui sont des cours d'histoire de l'art sur les thématiques de tous les musées de la ville de Paris qui ont lieu au Petit Palais. On n'a pas pu donner accès au Petit Palais à ces conférences qui ont lieu toutes les semaines pratiquement. Et donc, on a mis en place du streaming des accès. Ces cours sont payants, mais les accès, on a un mode en ligne et un mode in situ. Le mode in situ n'étant pas possible, les visiteurs avaient la possibilité de basculer en mode à distance et donc peuvent bénéficier chaque semaine de leur cours d'histoire de l'art filmé. Donc le professeur est filmé sans public dans l'auditorium, simplement voilà, il est seul et le cours est disponible. Et pareil, ça fonctionne assez bien. On a même eu, je pense, même plus d'auditeurs que ça n'aurait été le cas si le cours avait été en présentiel. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là pour les autres saisons à venir, les saisons qui pourraient être intégralement accessibles en présentiel. On a quand même un nombre limité de places dans cet auditorium qui se confinait ou Covid ou pas, on a la possibilité de diffuser à une plus grande échelle. Et on va continuer de capter et donc de diffuser, de donner accès aux personnes éloignées en dehors de l'Île-de-France, en dehors peut-être de la France aussi. On a des consultations à l'extérieur du territoire. Donc, c'est dans cette lignée-là et continuer. Voilà, c'est en ça que je rejoins déjà Flavie sur ce qu'on prévoit de poursuivre. Merci beaucoup. Donc, Alexandra Dervaux, qui devait poser la question des publics, malheureusement a des problèmes de connexion, donc je vous propose de vous en adresser quelques-unes qui sont apparues sur le chat tout à l'heure. Il y en aura 3 principalement. La première, c'est une qu'on avait anticipée, mais que je vous propose. C'est en lien avec la 3e rencontre qui aura lieu le 3 décembre. Pensez-vous que certains projets, au vu de la raréfaction des ressources propres de certains lieux culturels, vont faire l'objet d'une monétisation? Est-ce que il y a des projets parmi les différentes activités que vous avez lancées durant cette période qui vont éventuellement être source de revenus ou de nouveaux modes de financement pour vos établissements? Je réponds pour le mémorial. Le mémorial est gratuit et restera gratuit pour l'ensemble de ses activités. Merci beaucoup. C'est déjà effectivement une bonne réponse. Est-ce que parmi Scarlett ou Franck, vous avez aussi des éléments de réponse à apporter à cela? Alors, au niveau du musée de l'Armée, on se pose la question. Il y a un comité de réflexion qui est créé et dans lequel on va justement. Il n'y a pas de parti pris pour le moment, mais en tout cas, il y a une réflexion. À mon sens, la monétisation, encore une fois, dépend de ce qu'on propose. Elle dépend de l'offre.
aujourd'hui, quand on voit ce qui est passé payant, c'est généralement des contenus, soit des créations, soit des contenus très originaux, soit des exclusivités. Donc, voilà, il faut regarder tout ça et surtout savoir qu'est-ce qu'on va faire payer, qu'est-ce qu'on aimerait faire payer. Merci, effectivement, ce sont effectivement des réflexions qui nécessitent pour le coup donc de peut-être aller un peu plus avant vis-à-vis de ces sujets, savoir s'il y a vraiment de la part des publics, si vraiment en fait il y a aussi une pertinence à développer ça dans une logique de développement des ressources propres, mais faut-il aussi le faire face aussi à des enjeux de démocratisation culturelle. Je ne sais pas si Scarlett aussi, au sein de Paris Musée, vous réfléchissez éventuellement à rendre par exemple l'accès à Insurrection 44 de façon payante ou pas spécialement. Alors, Insurrection 1944, en effet, qui est donc gratuit, qui est l'expérience au musée, restera une expérience au musée. Donc, le paiement enfin l'accès payant ou gratuit à cette offre de médiation sur place est un autre débat, une autre étant donné que cette expérience ne peut pas être mise en ligne puisqu'on a besoin, elle est nécessairement réalisée au musée, pour Insurrection 1944, non. Pour l'accès en ligne payant, au niveau des expériences qui pourraient être des formats qui pourraient être mis payants, on en parle, hein. Je pense qu'on se pose tous cette question. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et si des offres de visite étaient mises en ligne payantes, en dehors des cours qui étaient de toute façon déjà payants sur place, il faudrait concevoir une offre assez complète avec des éléments compléments qui rajoutent des outils et qu'on ne s'arrête pas à la simple visite virtuelle. Je ne crois pas au modèle d'accès payant à une visite virtuelle sans complément, sans ressources complémentaires, sans fonctionnalités complémentaires, permettrait donc aussi de justifier une offre de médiation différente et payante. Merci beaucoup effectivement aussi pour cette prise de parole. Des questions reviennent beaucoup aussi sur l'évaluation, sur comment en fait finalement évaluer ce qui a été mis en place. Quels en sont les critères pertinents? Est-ce que c'est plus de public physique? Est-ce que c'est plus d'interaction? Quels sont finalement les enjeux en termes d'évaluation que peuvent poser aussi cet investissement très fort en fait dans la stratégie en ligne des lieux culturels? Je trouve qu'il est beaucoup plus simple d'évaluer une expérience qui a lieu dans l'enceinte du musée, puisqu'on peut échanger avec nos visiteurs et avoir un retour qualitatif et non uniquement quantitatif. C'est vrai qu'en ligne, j'en revenais beaucoup là-dessus dans ma question, on se base sur des statistiques, mais ce sont des chiffres et on a du mal à évaluer qualitativement les retours de nos visiteurs en ligne, de nos internautes, puisqu'ils sont insaisissables. Donc, c'est une vraie difficulté d'évaluer qualitativement l'offre en ligne, je trouve. Est-ce que pour les autres, notamment je pense à Adrienne, donc, qui réalise des études de public, est-ce que justement en fait, en termes d'évaluation, qu'est-ce qui pourrait être pertinent à évaluer dans les prochains mois selon
De plus en plus, en effet, les institutions qui s'adressent à nous souhaitent non seulement connaître on va dire les pratiques et les expériences des publics en ligne, mais on a en effet des demandes croissantes sur l'évaluation des publics in situ. Pour cela, il y a différentes méthodes. Bon, il y a la méthode quantitative qui permet aussi, même par le recueil de données sur des questions ouvertes, d'avoir des retours un peu sur l'évaluation de ces outils. Et on peut aussi réaliser en effet d'autres choses comme des focus group avec des échantillons représentatifs, par exemple réunir pendant 2-3 heures des jeunes de moins de 30 ans pour avoir un peu leur retour et leur ressenti sur ces outils numériques. Je voudrais ajouter un point. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de voir si on doit multiplier ces offres numériques de manière pérenne. Il y a aussi une réflexion à avoir en termes d'évaluation de la fréquentation des lieux culturels, parce que si aujourd'hui on a une évaluation généralement de la fréquentation sur place, on peut se dire, est-ce qu'on ne doit pas aussi envisager pour chaque lieu une fréquentation numérique qui pourrait s'ajouter à la fréquentation physique. Je pense par exemple à la nuit des musées virtuels que l'on vient de faire le week-end dernier, en collaboration avec le ministère de la Culture. On a proposé des offres de visite à distance des invalides et des collections. Et on a eu finalement plus de vues de ces vidéos que de visites sur place l'année dernière à la nuit du musée. Donc bon, ça peut paraître anecdotique, mais il y a peut-être cette réflexion aussi à avoir sur l'évaluation future des fréquentations de nos lieux culturels. Mais effectivement, je vous rejoins, Franck, mais il est compliqué, je trouve, d'analyser puisque nous n'avons pas un contexte classique, donc ça sera très très compliqué de comprendre. Voilà, malheureusement, je pense que cette étude-là, ces évaluations, il faut qu'elles se fassent dans une conjoncture classique, dans un hors confinement, hors pandémie, pour voir la part du numérique et la part du présentiel. C'est clair que après le déconfinement, au mois de mai-juin, on a eu effectivement un nouveau public, mais on va pas tous se mentir. Même après cet été, on n'a pas eu le public des touristes, etc. Donc, on a eu beaucoup moins de personnes que prévu. Mais c'est parce que c'est la conjoncture. Donc, je pense que ces évaluations, en regardant le poids du présentiel, enfin le poids du distanciel et le poids du présentiel, il faut se faire dans une conjoncture neutre. Oui, mais je m'inscrivais dans le cas où on allait justement pérenniser les offres à la fois à distance et sur place. Mais comme on ne peut pas tirer de conclusion, voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le numérique attire du monde au musée. Moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est que le numérique donne envie de pousser la porte. Voilà. Et ce n'est pas du tout un frein. Il y avait d'ailleurs une étude Google, mais qui remontait à plusieurs années, qui disait que 30% des personnes qui regardaient des œuvres en ligne que justement le fait d'avoir des œuvres en ligne sur le Google, par exemple, j'ai oublié le terme, mais sur Google, donnait 30% de fréquentation en plus dans les musées. C'était un faire venir, en fait, et que c'était une manière de préparer sa visite. Donc, on peut concevoir plus tard, dans une conjoncture totalement lambda, que le numérique va permettre de préparer au mieux la visite. C'est-à-dire, en plus d'avoir les infos pratiques, c'est de savoir exactement la pièce qu'on a envie de voir, et c'est d'avoir de l'additif, en fait, du contenu additif. Moi, je vois vraiment ça comme une relation complémentaire et pas du tout cannibalisante l'un pour l'autre. Oui, ça l'est déjà d'ailleurs en grande partie. Après, l'enjeu, c'est de conquérir, grâce à ce numérique, des nouveaux publics. Et je pense que c'est vraiment le cas en ce moment. On le voit, nous, au musée de l'Armée, avec un certain nombre de contenus qui sont parfois un peu plus ludiques, qui vont chercher un public différent, et ce public qui découvre un musée qu'il ne connaissait pas et qui, dans ses commentaires, montre très bien qu'il a envie de venir sur place voir ce que c'est. Et comment le fidéliser ensuite? Une dernière question. La médiation sur place.
C'est une dernière question aussi pour faire le lien peut-être avec la prochaine rencontre de jeudi prochain sur la façon de travailler, sur l'évolution des modes de travail. Le confinement en fait a fait basculer certains métiers aux avant-postes, notamment les métiers liés à la communication et au public, donc plutôt les vôtres. Et une question qui revient beaucoup, c'est le fait que pour créer de l'interaction, il faut événementialiser énormément. Euh, et donc développer quelquefois des projets assez lourds et chronophages. Euh, Est-ce que vous auriez un retour d'expérience par rapport à ça? Est-ce que ces actions ont été particulièrement lourdes à monter? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus simples à faire? Est-ce que vous pouvez nous dire comme ça en fait un peu votre ressenti par rapport à ce qui a été mené en termes d'investissement? Je peux te répondre. J'ai vu effectivement pas mal de questions passer par rapport aux Insta Live. Il faut savoir que tout est au ciné-club. Les artistes n'ont pas été payés, les films nous ont été donnés gratuitement. Donc, il n'y a pas eu du tout d'investissement financier de notre part pour organiser ces rencontres virtuelles. En revanche, il y a un investissement en termes de temps énorme. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, c'est plus un investissement en termes de temps. Moi, je sais que je travaillais sans agence en fait numérique. Et voilà, donc c'était les contacts, aller chercher le contenu qui va bien à valoriser dans nos archives. Donc c'est plus pour moi, je dirais, pour l'instant, pour ce qui est je parle vraiment pour ce qui est sur les réseaux sociaux. Hein, je parle pas des visites virtuelles ou des Zooms qui demandent un investissement particulier. Mais là, sur les Insta Live, on a des outils quand même qui sont gratuits et qu'encore une fois, tout était les artistes sont pas fait payer et les films qu'on diffusait étaient gratuits. Donc c'est vraiment du temps effectivement pour. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que pendant le premier confinement, nous étions tous aux premières lignes et ça demandait extrêmement, enfin beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. C'est un peu le même ressenti alors pour vous, Scarlett? Oui, c'est le même ressenti. Et alors, au niveau, on distinguait premier confinement, deuxième confinement. Le deuxième confinement est encore plus difficile pour les équipes des musées puisque les tournages et les chantiers continuent. Donc, il faut à la fois continuer à être sur place, mais être aussi à distance, faire vivre le musée à distance. Donc, c'est pas évident. Quand tout était arrêté au premier confinement, tout était arrêté. Puis, il y avait une grande partie aussi, je pense, liée aux enfants qui n'étaient pas à l'école. Là, on a une activité qui est beaucoup plus intense des équipes pendant le deuxième confinement. Donc, et des tournages et des chantiers qui continuent. Investissement principalement, voilà, équipe. Et de votre côté, alors Franck, plutôt sur la réouverture, le déconfinement, le reconfinement, puisque vous avez obligé de l'armée pendant le premier confinement, quel a été votre ressenti au regard des équipes? Comment ils ont investi finalement? Je dirais la même chose que mes collègues, hein. Ça a été surtout du temps à passer. Ça coûte pas forcément beaucoup d'argent soit de faire des ressources en ligne, soit de mettre en place de nouvelles offres sur place. Mais en revanche, oui, ça prend du temps des équipes. On a réalloué des priorités, hein, de toute façon, puisque forcément, ce qui était prévu ne pouvait plus avoir lieu. Donc, en termes de priorité, on a rechangé un certain nombre de choses. Donc, au final, ça a pris un peu plus de temps, mais pas non plus beaucoup plus de temps, parce qu'on a switché des projets pour d'autres. Et financièrement, faire une vidéo live d'un conservateur, c'est pas forcément non plus très onéreux. Donc c'est effectivement des retours qui sont intéressants et qui nécessiteront effectivement d'être peut-être affinés au fur et à mesure de nos échanges. En tout cas, au bout du peu de temps que vous avez par rapport à ce reconfinement, je tenais vraiment à vous remercier. Flavie avait préparé une minute, après Oui, je voulais juste préciser un point. Là, on parlait du grand public. En revanche, pour les enseignants et le public scolaire, il y a un investissement financier si on veut créer, parce que le public scolaire ne peut pas venir, donc on essaye d'innover et de trouver des formats qu'on peut diffuser aux profs
des sites internet, des capsules vidéo que les profs peuvent utiliser en classe. Et là, ça demande par contre un investissement financier. Et voilà, là, c'est très, très important. Encore une fois, le public scolaire et la formation pédagogique est essentielle pour Mémorial. Et donc, voilà, là, on demande par contre, vraiment, là, ça demande un investissement financier plus important. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour l'ensemble de ces témoignages qui permettent de nourrir la réflexion de chacun et chacune. Il y a eu énormément d'échanges dans le chat et nous n'avons pas pu adresser toutes les questions qui se sont posées. Donc nous essaierons d'y répondre dans les prochains jours, prochaines semaines. Sachez donc que le replay de ce webinaire sera disponible dès lundi. Et on vous l'adressera par mail. On mettra à disposition aussi donc un ensemble d'autres ressources complémentaires qui ont pu être citées, notamment dans le chat et par ailleurs. Nous allons aussi donc vous partager les différentes donc présentations qui ont été réalisées donc dans le cadre de cet échange.